avant de faire une choré à Lucie, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fête. C'est la fin, c'est la fête. Tu veux qu'on danse tout de suite là? On attend peut-être le cocktail. Donc juste après, il y a un petit cocktail qui vous attend encore pour boire un petit verre pour clôturer cette belle journée. Je pense que c'était une belle journée. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'était une belle journée, une journée intense. Ça fait longtemps que je n'ai pas été assise si longtemps. J'étais très attentive parce que Anne-Lucie m'a fait un peu un piège. Elle m'a demandé d'être l'observatrice, c'est-à-dire de devoir écouter très attentivement chacune des interventions. C'était passionnant, mais c'était intense et chargé. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient là depuis ce matin, depuis 10 heures. C'était très éclectique et très chouette. Il y avait vraiment des apports hyper terrain, hyper techniques. Là, je n'ai rien à dire sur votre intervention, en l'occurrence, parce que c'est juste très technique, c'est pas un jugement de valeur. Voilà. Mais il y avait des approches très humanistes, très académiques, très terrain. Et je trouvais que c'était ça la richesse de cette journée, c'est d'avoir plein de points de vue différents. Et une des choses que tu veux... Non, mais je voulais juste remercier encore une fois d'être venue, en quelque sorte, être notre marraine de cette première journée Bizenco. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je rappelle juste que donc, Bizenco est aussi né parce qu'on a été inspiré par plusieurs ouvrages, dont le livre de Sandra, Same, Same But Different. Je me permets juste d'ajouter, donc tu vas nous l'expliquer, mais donc tu as fait le tour du monde pendant 14 mois pour la rencontre de femmes de ton âge qui voulaient réaliser leurs rêves. Voilà, à l'époque, tu avais 25 ans, c'est ça? C'était il y a 5 ans, comme ça vous saurez tout. Et puis depuis, tu transmets un petit peu tout ce que tu as ressenti là-bas et tu fais vivre voilà, toutes ces femmes. Surtout, j'essaie d'écouter leurs enseignements, parce que c'est des femmes qui donnent envie d'agir et de prendre des risques et d'innover, de se réinventer. Donc je ne peux pas transmettre leur message et pas l'appliquer à moi-même. Donc j'ai changé de vie pas mal, je vais vous le raconter un petit peu. Mais... je te laisse alors nous raconter tout ça. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. Par rapport à aujourd'hui, on a parlé beaucoup de création de valeur par l'homme, ce qui m'a fait très plaisir, parce que moi j'ai fait une école de commerce où on n'en parlait pas tellement. On était encore au moment des 4P et moi, ça m'a toujours pas mal choquée d'avoir que cette approche matérielle du monde de l'entreprise. Et je trouve assez chouette que finalement, le monde ne cesse de rappeler à l'entreprise que c'est elle qui est à son service et pas l'inverse. Voilà, et finalement, je trouve que ces changements sont assez salutaires, comme je l'ai dit, par petits points tout au long de la journée. Le fait qu'on revienne à des échanges dans tous les sens, par justement ces outils collaboratifs, par toutes les nouvelles méthodes dont on a parlé tout à l'heure avec les exemples, par exemple, d'entrepreneurs qui font beaucoup appel à la créativité et aux initiatives de leurs salariés. On sort de ce modèle très hiérarchique où toi, tu es exécutant et toi, tu es dirigeant, toi, tu as des idées et toi, tu les appliques. Et je suis très contente de ça. En tout cas, je trouve que le message qui ressort de cette journée est positif et ça me donnerait presque envie de redevenir salarié. Et par rapport à tout à l'heure, ce matin, par exemple, Clara Guémard a dit quelque chose de très beau sur le fait que la création était la valeur phare des entreprises aujourd'hui. Et qu'il fallait savoir réveiller les talents de chacun de ses collaborateurs. Et je pense que pour réveiller son talent, il faut d'abord se connaître soi-même. C'est-à-dire que si un autre arrive à le déceler avant nous, c'est grave. Et pour moi, savoir quel est son talent, c'est quelque chose que l'on apprend très tôt. On se connaît très bien quand on est enfant, par exemple. Anne-Lucie a organisé, et Caroline ont organisé un déjeuner à Paris il n'y a pas longtemps où était présent Mathieu Leroux qui a écrit 80 hommes pour changer le monde et Nicolas Dubreuil qui est un aventurier des pôles. Et il a eu une réponse magnifique à une question que vous lui avez posée, c'était quelle est ta mission dans la vie? Quand est-ce que tu auras l'impression de l'avoir accomplie? Et il a répondu, ma mission, je pense que je l'ai accomplie aujourd'hui parce que je me dis que si l'enfant que j'étais à 7 ans me voyait aujourd'hui, il serait fier de moi. Et il se dirait que je fais quelque chose de bien de ma vie. Et c'est vrai, je pense qu'on oublie trop la personne qu'on était. On pense toujours à ce qu'on fait et finalement, ce qui fait qu'on est doué dans une entreprise, qu'on fait progresser le monde à son échelle, c'est parce qu'on sait développer la personne qu'on est et la mettre au service d'un collectif. Et je sais que tout le monde n'a pas la chance de savoir exactement ce qu'il veut faire quand il est enfant, mais on a quand même des tendances de caractère qu'on étouffe plus ou moins au fil de la vie. On parlait tout à l'heure des créatifs et des non-créatifs. Quand tu es enfant, tu te censures jamais. Par exemple, j'anime des séminaires de créativité dans des entreprises.
sur quelques jours. Et je fais souvent un exercice introductif qui est très parlant, qui est un exercice classique sur la créativité. C'est qu'on demande à tous les gens, par exemple, je vous demanderai à vous de prendre une feuille on ne va pas le faire parce que je sais bien que vous n'avez pas de feuille, tout ça, mais l'exemple est assez parlant, de prendre une feuille et de dessiner en moins de 30 secondes votre voisin de droite. À chaque fois que tu le fais, donc j'arrête le chrono, les gens doivent lever leur stylo, c'est terminé. Et ça fuse à chaque fois. À chaque fois qu'on fait cet exercice, j'entends des « pardon, je suis désolée » aux voisins, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir assez bien fait, que ça va le desservir ou que c'est pas flatteur ou je sais pas quoi. Faites la même chose avec un enfant. Il va être hyper fier de vous montrer son dessin et il va pas du tout avoir de censure. Peu importe que ce soit ressemblant ou pas, il sera content de l'avoir fait. Et on est dans une quête de perfection. On parlait d'échec tout à l'heure. L'échec, c'est effectivement essentiel. Aux États-Unis, par exemple, on marque sur un CV ses échecs parce qu'on considère que ça fait partie de notre construction. Nous, on les cache tout le temps. Et c'est une énorme hypocrisie parce que si je vous demande de faire cet exercice du portrait, je sais bien qu'en 30 secondes, votre portrait ne va pas être un chef-d'œuvre. C'est évident, c'est même l'essence de cet exercice. Mais on est toujours dans une quête de performance, d'efficacité, alors que ce qui compte, c'est la manière de le faire, ce que ça nous apporte et le chemin, quoi, où ça va nous conduire ailleurs. J'ai un peu digressé là. Alors sur mon parcours, justement, sur le côté de l'enfance, j'ai eu la chance d'avoir des événements déclencheurs. Alors, je vais faire une autre parenthèse. Je ne vais pas vous parler trop d'entreprise. Voilà, je vous ai donné ma vision de aujourd'hui. Maintenant, je ne travaille pas du tout dans ce milieu, donc je vais faire une ouverture. Mais puisque on a parlé aujourd'hui de la création de valeur dans la relation et dans les gens, moi, je vais vous parler de gens qui se réalisent. Et donc, puisqu'il faut se présenter, je vais être polie, même si c'est la fin de la journée, j'aurais pu commencer par ça. Moi, j'ai eu la chance petite de savoir ce que je voulais faire. Quand j'avais 6 ans, je disais que je m'appelais Marine Good Morning, parce que je voulais un nom anglais et je connaissais un mot, c'était Good Morning. Et je disais que je serais chanteuse, écrivain, voyageuse, photographe quand je serais grande. Bon, on me disait trop rien, parce que ce temps, on me dit OK, pourquoi pas. Et puis, j'ai grandi, j'ai fait un bac littéraire, option art. Voilà. Et puis, en terminale, je me suis dit, en fait, ce que tu veux faire, c'est peut-être pas possible. On m'avait dit, t'as qu'à être prof d'art plastique ou prof de lettres, ça t'ira bien. Puis, je me suis dit, prof, c'est trop répétitif, c'est trop routinier. Moi, je suis quelqu'un qui aime quand ça change, j'adore entreprendre, j'adore voyager. Et un conseiller d'orientation m'a dit, fais une école de commerce, tu pourras faire ce que tu veux après. Donc, je l'ai fait, j'ai passé des concours, j'ai été admise à l'ESCA à Angers. Et puis, je me suis fait prendre dans ce truc-là de l'entreprise qui n'était pas ma vocation, parce que je trouve ça génial d'entendre des gens passionnés comme vous depuis ce matin. Et heureusement qu'il y a des gens dont c'est la vocation, dont c'est la passion, mais moi, ce n'était pas la mienne. Et pour autant, le système est assez bien fait, puisque je me suis prise au jeu pas mal. Je suis rentrée au bureau des élèves, j'ai fait un stage chez L'Oréal qui me proposait des stages de pré-embauche, c'est-à-dire de faire tous mes stages chez eux. Et je m'y préparais, j'aimais assez finalement j'ai quand même un côté entrepreneur et certainement un peu compétiteur, que j'assume moyennement, mais c'est vrai. Un peu ce côté première de la classe. Et j'étais du coup un peu là-dedans et je ne prenais pas tellement de recul. Et j'ai eu un déclic hyper fort à 20 ans. J'ai eu un accident de voiture. C'est par ça que je commence mon livre, puisque c'est vraiment l'élément déclencheur de la suite de mon parcours. Pendant 3 semaines, je ne savais pas si j'allais vivre ou non. Et c'était une expérience assez bizarre, parce que quand tu as 20 ans, la mort, surtout la tienne, c'est abstrait. Ça paraît tellement loin qu'on n'y pense pas trop. Et moi, j'avais reporté tous ces projets d'enfants en me disant je ferai ça plus tard, après les études, après la sécurité, après. Et puis d'un coup, je me suis dit peut-être que plus tard, ce sera trop tard. Et ça a été un énorme accélérateur de vie, parce que je pense que tôt ou tard, ça me serait revenu en pleine face. Mais là, j'ai réalisé qu'il y avait une urgence à faire les choses. Donc j'ai fini mes études quand même. Je suis partie aux Philippines au lieu de partir aux États-Unis comme c'était prévu pour faire mon année d'études à l'étranger. Et là-bas, j'ai travaillé dans une prison pour femmes qui avaient eu un passé douloureux, qui avaient été prostituées ou qui avaient été à la rue et qui reprenaient un chemin de vie. Donc on leur donnait des cours et on réfléchissait à leur parcours professionnel, à l'endroit où elles pourraient trouver leur place. Et j'avais été épatée par ces femmes qui avaient vécu des choses comme ça, qui pourtant étaient d'un enthousiasme à toute épreuve, qui s'étonnaient que moi je sois impressionnée par elles, parce que j'ai vu une femme devenir médecin. Alors, bon, j'ai pas participé à toutes ces études, mais cette femme avait fait 5 ans de prison quand elle était ado, parce qu'aux Philippines, on met facilement les enfants en prison, on les mélange tous ensemble, bref. Et cette fille, je lui dis, mais c'est incroyable ton parcours. Et elle me dit, mais
Bon, non, c'est normal. Et j'ai réalisé à ce moment-là que ce serait très chouette pour elle et pour nous en France et puis en Europe en général d'entendre ces témoignages-là, parce que si ces femmes y arrivent dans des contextes comme ça, il n'y a pas de raison que nous, on n'ose pas prendre des risques. On a beaucoup parlé de risques aussi aujourd'hui, du fait d'oser. Et je pense que c'est un des vecteurs essentiels de l'innovation et des avancées. Mermoz a dit le pire pour moi, ce serait de mourir dans un lit. Je trouve ça vrai. En tout cas, c'est quelque chose qu'on me pose toujours sur les voyages, parce que j'arrête pas de voyager, c'est assez ancré en moi. Et oui, c'est des risques, mais c'est tellement incroyable ce que tu reçois en retour. Et donc après ça, j'ai travaillé quand même, puisqu'on m'a proposé un boulot. Alors, je dis OK. J'étais responsable de la communication du Festival Solidaise, qui était un peu un mix entre du coup la culture, l'humanitaire et ce que j'avais appris à faire en école. Et puis ce projet de tour du monde qui était né aux Philippines avec une amie, Yuki, qui était aux Philippines avec moi, on le laissait un peu de côté. Elle bossait chez Fauchon, moi j'avais ce boulot, je vivais avec quelqu'un, je faisais de la musique. Je suis chanteuse aussi, voilà, après, pour le truc de Marine Good Morning. Et puis ça devenait de plus en plus difficile de partir, parce que j'étais dans une forme de confort et je recommençais à reporter un peu, ce qui est une tendance naturelle, je pense, chez nous qui sommes dans une société de la projection. Et puis un jour, je me suis dit, tu trouveras toujours des excuses pour pas partir. Il y aura toujours des choses qui te retiendront. Et voilà, il faut faire le pas, quoi. C'est juste ça. La peur, c'est avant. Et une fois que tu y es, tu te poses plus de questions. Et j'ai démissionné et j'ai préparé ce projet pendant 8 mois avec Yuki. On a trouvé des partenaires financiers. On écrivait dans pas mal de journaux, dans des quotidiens et puis dans des magazines féminins. Et on est parti 14 mois pour rencontrer 81 femmes de notre âge. Donc 80, c'est notre année de naissance à Yuki et moi. Et c'était un point de départ, c'est-à-dire que ce n'est pas un projet féministe. On est juste allé rencontrer des femmes parce qu'on voulait être sur un pied d'égalité avec elles. C'est des femmes du même âge et ça nous faisait déjà un point commun. Il y en avait qui habitaient en Namibie, au Mexique, voilà, mais on avait beau avoir des parcours radicalement différents, on restait des femmes de 25 ans en 2006-2007. Et alors avant de vous en dire plus, je vais peut-être vous passer un petit extrait ou deux, on va voir selon le temps. On a fait un petit montage numérique. Alors, je vais vraiment vous demander d'être très indulgent sur la qualité, puisque c'était pas tellement prévu. On est parti pour écrire des articles, pas pour faire un film. Et puis, en fait, on nous a demandé un petit support. Et l'essence est là du voyage, mais alors, vous verrez, la technique n'est pas fantastique. C'est là. Alors, je vais essayer de le brancher. Il paraît qu'il y a plein de gens super calés en informatique si j'ai un problème. Alors, où est-ce ? Voilà. Il y a du son normalement, c'est bon ? Je vais vous mettre les 10 premières minutes, c'est l'Afrique. 5 avril 2006. Nous nous envolons de Paris pour 14 mois autour du monde, à la rencontre de femmes de 25 ans investies dans des projets forts. Toutes deux nées en 1981, nous constatons en France combien cet âge est transitoire, alors que l'on passe du statut de jeune à celui d'adulte. En tant que femmes, des questions supplémentaires de parité, de poids socio-culturel et de droit se posent. Quand d'autres dénoncent les problèmes, nous décidons de montrer les solutions trouvées par celles qui pensent que l'enthousiasme et la détermination peuvent changer les choses. Qu'elles soient artistes, sportives de haut niveau, entrepreneuses, travailleuses sociales ou leaders politiques, les 81 femmes interrogées ont en commun de se battre pour accomplir leurs rêves. Jacques Brel a chanté que le monde sommeille par manque d'imprudence. Ces 81 femmes font de leur mieux pour l'éveiller. Prendre le risque d'échouer ou d'accomplir, mais tenter de toutes ses forces. Notre rêve à nous était de les rencontrer. Avec ses 11 langues, son apartheid récent et encore tangible, sa culture africaine tournée vers l'Occident, l'Afrique du Sud est une terre contrastée. Plus riche pays de la zone, il est en pleine reconstruction. Afin de réparer les torts du passé et d'accélérer l'intégration des personnes noires dans les hautes sphères de l'économie, le pays a mis en place le Black Economic Empowerment. Même si les différences entre blancs et personnes de couleur se font toujours sentir dans les quartiers, le choix des sports, les relations de couple, la société revient sur les inégalités qui ont marqué son histoire. Nous avons traversé le pays en bus et minibus et avons compris ce qu'optimisation de l'espace voulait dire.
Nous attendons à la station que l'engin soit plein à craquer du sol au plafond et partons déposer tout notre petit monde dans des endroits parfois impromptus. Nous avons notamment fait une marche arrière sur autoroute assez inoubliable. Dans notre route autour du pays, nous découvrons également des paysages splendides, de la pointe sud du Cap à la côte sauvage. D'origine autrichienne, Annette Brunader est une danseuse et chorégraphe, partageant sa passion avec des jeunes en situation difficile. Après 3 ans d'études à New York, elle s'installe en Afrique du Sud afin d'enseigner la danse dans une association du quartier de Soweto, à Johannesburg. 50 jeunes de 5 à 15 ans y participent. Beaucoup d'entre eux ne quittent jamais Soweto et faute d'argent doivent arrêter leurs études. Le fait de découvrir une activité, et pour certains un vrai talent, les motive et leur donne un nouvel élan. Tous ces jeunes ont un sens inné du rythme, mais ils découvrent à l'association que la danse est aussi un art et une discipline. L'inaction est leur pire ennemi, et le fait de se découvrir une passion redonne un sens à leur vie. Certains d'entre eux seront danseurs professionnels, Annette en est sûre. Elle aura alors réussi à transmettre son amour de la danse et de la vie en général. Pour rencontrer les femmes namibiennes, nous devons trouver notre propre moyen de transport. Dans ce pays désertique de 2 millions d'habitants sur une surface équivalente à 1,5 fois celle de la France, les infrastructures sont rares. Nous louons donc une voiture affichant plus de 200 000 km au compteur et traversons avec elle les déserts de roches mauves, de sable, de terre craquelée. Chaque jour, nous ne trouvons qu'un mot à dire, c'est complètement joli. Nous ne croisons personne. Au programme, couchage frigorifié par les nuits froides, réveil avant le soleil pour ne pas rater une miette de son lever, puis poussage de voiture. Et oui, notre bolide avait un bon rapport qualité-prix. La prochaine fois, on optera pour le 4x4. On devient des as de la mécanique, traversant des rivières et des pistes à la vitesse escargot. 8000 km en un mois tout de même, et la voiture est toujours vivante. Christy Warner est notre premier contact avec la civilisation à Windhoek. C'est une artiste complète, ayant choisi de mettre son talent au service des autres. Ses 2 passions sont la musique et l'écriture. Au travers de son association, Brix Community, elle crée des pièces de théâtre sur l'alcoolisme, la violence, le sida, l'illettrisme, afin de sensibiliser les populations défavorisées. Elle-même auteure et interprète, Christy se heurte à l'inertie culturelle du pays. Les radios ne diffusent que de la musique étrangère, aucun studio d'enregistrement ou maison de production n'existe. Le moment est venu de changer les choses. Elle réalise dans sa chambre un pilote d'émission télé pour promouvoir les talents locaux. Il est accepté, elle l'anime, puis décide d'aller plus loin, en créant les premières victoires de la musique namibienne. Aujourd'hui, grâce à elle, de nombreux artistes vivent de leur passion. Nous visitons le centre artisanal Penduka, embauchant des personnes handicapées ou en difficulté sociale. Martha y est responsable du programme pour lutter contre la tuberculose qui frappe lourdement le pays. Grâce aux ventes des objets, elle peut fournir des repas chauds aux malades qui viennent prendre leur traitement à l'hôpital. Elle forme aussi les patients à l'artisanat afin qu'ils retrouvent une activité rémunératrice. Penduka est un tremplin, un lieu d'écoute et de travail pour lutter contre l'inaction. This is Mukanyiwas.
C'est donc, on peut le voir de près, une chenille. Et donc Sandra va nous le manger. Delicious. C'est Yuki. Parce que le travail est pour elle la meilleure manière de sortir de la misère, Mujanima Twapewa a créé Pewa, la première marque de cosmétiques du pays. Issue du township de Windhoek, elle s'est battue pour ouvrir ses premiers salons de coiffure. Devant le manque de produits adaptés aux besoins des femmes noires, elle a décidé de produire sa propre ligne avec l'aide d'un chimiste zimbabwéen. De plus en plus distribuée en Namibie, la gamme Pewa connaît un succès retentissant sur ses salons. Mujanima emploie actuellement 40 femmes issues du quartier. Si elle est une vraie femme d'affaires, elle n'en oublie pas d'où elle vient. Mujanima réalise des formations pour aider d'autres personnes à créer leur entreprise. Pour elle, il est important que son exemple serve à d'autres. Avec volonté, elle a créé un dynamisme économique autour d'elle et vient de remporter le prix des entrepreneurs namibiens. Forte de ces rencontres, nous quittons la Namibie vers le Botswana où nous rencontrons Oteng, dans un petit village du delta de l'Okavango. Elle veut devenir institutrice pour y créer une école permettant aux jeunes de rester dans cette région isolée. Elle nous l'a fait découvrir. Malgré toutes ces beautés, le Botswana est l'un des pays souffrant le plus de l'épidémie du sida. Un tiers de la population de moins de 35 ans est touchée et l'espérance de vie a chuté à 42 ans. Trifina travaille à Gaborone pour l'association Youth Health, visant à faire de la prévention santé. Parce qu'il faut des gens comme elle pour lutter contre cette maladie qui ne doit pas être une fatalité alors que des traitements existent. 90% des malades sont au sud et 90% des traitements au nord. Vous trouvez cela normal ? En route pour le Mozambique, petite enclave lusophone. Nous y arrivons pour le Festival international de musique de Maputo et y rencontrons Prudence, auteur, compositeur et interprète des King George VI, le groupe du Zimbabwe. Atteinte d'arthrogrypose, elle nous raconte combien le handicap est honteux en Afrique. Ses parents l'ont laissée enfant à l'institut et ne lui ont donné signe de vie que lorsqu'elle a été rémunérée pour un spectacle en Suisse. Devant actuellement quitter l'institut à cause de son âge et n'étant pas indépendante physiquement, elle sait n'avoir d'autre chance que celle de vivre de la musique. Avec un salaire, ses parents ou des aides pourraient s'occuper d'elle. Aujourd'hui, elle se produit au milieu d'autres groupes colorés de tous les pays de la région. Le niveau est élevé, le public survolté. À l'apparition des 5 membres du groupe, le silence se fait. Une lourde gêne s'installe. Les Mozambiquais sont sous le choc de l'un de leurs plus grands tabous. Lorsque Prudence entame sa première note, le public est conquis et se lève en masse. Elle irradie. Même assise dans son fauteuil, Prudence danse sur scène. Lorsque le dernier morceau s'achève, la salle déclenche une immense ovation. Elle a gagné. Elle part en tournée en Suède et enregistre son premier album. Aujourd'hui, Prudence fait construire sa maison et vole de ses propres ailes. Voilà, bon, je vais arrêter là, c'était juste pour un petit bout sur l'Afrique. Mais l'illustration de Prudence, par exemple, qu'on a eu plein de fois dans ce voyage, c'est la manière dont ces personnes arrivent à transformer les choses.
Je ne sais pas si vous connaissez cette expression qui date du XVIe siècle, mais on dit j'aimerais avoir la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse de savoir faire la différence. Eh ben, il y a eu vraiment beaucoup de femmes qu'on a rencontrées qui appliquaient ça à la lettre. C'est-à-dire que voilà, Prudence, elle a ce handicap et à un moment, elle décide de contourner ça et de faire ce qu'elle peut avec ces choses subies. Et ça nous est arrivé plein de fois ce matin, pour ceux qui étaient là, je vais pas le rappeler du coup, mais je parlais d'une femme en prison en Équateur. Et en Bolivie, on a eu aussi l'exemple d'une femme assez incroyable. On a rencontré Violeta Orgros, qui est une des leaders maintenant de la lutte contre le sida dans le monde. Et cette femme se détruisait complètement quand elle était adolescente. Elle était anorexique, elle avait fait des tentatives de suicide. Et puis un jour, elle a appris qu'elle était séropositive. Et ça a été un choc terrible pour elle, parce qu'elle s'est dit en fait, je ne veux pas mourir, je ne veux pas. Alors qu'elle s'y préparait et qu'elle prétendait que ça lui était égal jusque-là. C'était abstrait. Et quand ça s'est présenté devant son miroir, elle a vraiment réagi et elle a recommencé à manger et elle a décidé de témoigner, parce que c'est un sujet tabou énorme là-bas. Le gouvernement cachait même le fait qu'il y avait des séropositifs en Bolivie jusqu'à très récemment. Et elle est devenue la voix de la lutte contre le sida en Bolivie. Elle voyage dans le monde entier et elle nous a dit que, paradoxalement, elle avait trouvé sa raison de vivre dans ce qui menaçait de lui ôter la vie. Et parfois, les épreuves, c'est finalement quelque chose qui nous conduit juste ailleurs. Et c'était un des grands enseignements de ces femmes. On parlait tout à l'heure de tous ces changements. Le changement, ce n'est pas une contrainte, c'est juste quelque chose qui nous emmène ailleurs. Et une des autres leçons que nous ont livrées ces femmes, c'est le fait d'être dans l'instant, de ne pas trop projeter. Je parlais tout à l'heure du fait que de l'espérance de vie telle qu'on nous promettait, on était souvent dans un rapport au futur et pas tellement dans l'instant. Vous imaginez bien qu'au Botswana, quand l'espérance de vie c'est 35 ans, il n'y a pas tellement d'autres alternatives que d'être dans le présent. Et je me souviens un jour d'une phrase magnifique que m'a dit une femme au Népal. Je venais de passer une semaine avec elle et ses filles. Et son mari avait été envoyé en Irak par l'armée américaine, parce qu'ils ont recruté plein de Népalais. Et ils les payent une bouchée de pain. Et voilà, ça fait un peu de la chair à canon qui ne compte pas dans les pertes américaines. Et elle était toute seule. Et un jour, j'ai pris en photo ses filles. Elles n'avaient jamais eu de photo d'elle. Je suis allée les imprimer au village. Je lui ai offertes. Elle m'a dit « Tu peux en faire pour mon mari ?» Je lui ai dit « Ok ». Et elle ne voulait pas que ce soit tout de suite. Ça a été tout un cérémonial. Toutes les femmes du village sont venues l'habiller, la maquiller. Voilà. Je fais ses photos, je lui donne. C'était super beau. Et au bout d'une semaine, je dois partir. Et je lui dis « Maya, je suis triste de te quitter demain. » Et elle me dit « Pas moi. » Alors, j'étais super vexée. Je dis « Ah bon, pas toi ?» Et elle me dit, mais non, parce que tu es encore là. Et si je suis triste maintenant, je serai triste 2 fois. Peut-être que je serai triste demain, mais peut-être pas. Et je ne veux pas dédoubler ce sentiment désagréable. Et nous, c'est quelque chose qu'on n'envisage pas. On est toujours dans la projection d'un ressenti, d'une action. Et bon, j'ai beau avoir reçu ces enseignements-là, je continue à projeter. Mais en tout cas, je trouvais que c'était vraiment une belle leçon. Voilà, et puis je vais juste terminer sur... parce que j'ai pas beaucoup de temps, hein, c'est ça, Lucie, qui me fait le petit... D'accord. D'accord. C'est vrai qu'on est fatigué, c'était intense. Oui, alors je vais juste faire une dernière parenthèse sur le côté imprévisible dont on a parlé beaucoup aujourd'hui. Dans ce voyage, au départ, on avait décidé d'identifier toutes les femmes en amont. On avait bossé avec Amnesty International. Moi, j'avais beaucoup de contacts associatifs et on avait joint toutes les personnes qui vivaient qu'on pouvait connaître dans chaque pays, comme des réseaux autour desquels on pouvait rayonner. Puis on s'est rendu compte que ça limitait beaucoup parce que c'était que des femmes qui parlaient anglais, qui étaient liées à des réseaux internationaux. Et au fil du voyage, on a complètement changé notre manière de faire. C'est-à-dire qu'on a commencé à laisser la place à la surprise et au voyage à proprement parler. On s'adaptait toujours à tout ce qu'on nous disait. On nous parlait d'une femme à l'autre bout du pays, on y allait. Alors ça nous a causé plein de péripéties parce qu'on s'est retrouvés à interroger parfois un jour une femme de 70 ans. J'avais bien expliqué la contrainte de la jeunesse, mais je pense qu'il ne m'a pas trop compris. Donc on a fait des interviews par politesse parfois. Enfin, toute rencontre a un sens, mais c'était drôle. Mais en même temps, ça nous a amenés sur des chemins qu'on n'aurait pas imaginés. Prudence, par exemple, la chanteuse que vous venez de voir rapidement dans le petit montage, on l'a rencontrée par hasard, vraiment. On se promenait dans les rues de Maputo et on a entendu des gens jouer de la musique. On est allé interroger l'organisateur pour lui demander ce que c'était, s'il connaissait une femme qu'on pouvait interroger. Et il nous a présenté Prudence, qui était une des rencontres incroyables de ce projet.
Et d'ailleurs, Prudence, pour vous donner de ses nouvelles, puisque comme j'ai sorti ce livre 3 ans après être rentrée, j'ai pris des nouvelles de toutes les femmes avec lesquelles on avait pu garder contact. Elle a gagné donc ce festival international. Elle a fait sa tournée en Suède. Elle a construit sa maison avec. Et il y a des journalistes américains qui ont entendu parler d'elle et qui sont venus tourner un film documentaire sur sa vie qui s'appelle Music by Prudence. Je prononce très bien. Et ils ont reçu un Oscar du documentaire. Et c'était magnifique. Donc elle est allée aux États-Unis, formidable. Et Prudence va super bien. Depuis, elle est chanteuse, elle est autonome. Et c'est très beau quoi, de voir ces gens qui partaient avec rien réussir à s'en sortir et à contourner l'obstacle. Et voilà, donc depuis que je suis rentrée de ce voyage, je témoigne pas mal de leurs expériences parce que j'aimerais que ça agisse comme les déclics. Par exemple, qu'on n'ait pas besoin de déclics aussi violents que ceux dont moi j'ai eu besoin, qu'on n'ait pas besoin de frôler la mort pour se rendre compte que ça va vite, que c'est court et qu'il faut prendre des risques maintenant. Et je témoigne pas mal de ça et je me suis dit, je ne peux pas être hypocrite, c'est-à-dire en parler et puis garder un emploi confortable, quelque chose qui ne me convient pas à côté. Et donc j'ai décidé de vraiment replonger dans l'enfant que j'étais pour l'écouter mieux. Et depuis, j'écris, donc j'ai sorti ce livre et j'en ai 2 autres en préparation, un qui sort en octobre et un autre en mars prochain. Et j'ai recommencé à faire de la musique donc, sous le nom de Marine Good Morning. Et voilà, je donne des séminaires de créativité pour essayer de faire en sorte que ces petits grains de sable en fassent plein d'autres et que ça fasse pousser des forêts d'idées et d'inventivité. Et j'imagine que c'était le but de cette journée aussi. Et j'espère que ça a réussi en tout cas et que ça vous a inspiré beaucoup. Pour moi, c'était très riche. Je vous remercie beaucoup. Et si vous avez des questions, je suis à vous. Vous avez des questions ou pas? Ouais, vous avez soif, c'est bon? Merci beaucoup en tout cas. On va juste se joindre à Sandra pour clôturer la journée. Vous dire merci vraiment beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Et puis de nous avoir permis de vivre cette journée avec beaucoup de moments forts, beaucoup de choses qui se sont dites et qui nous confirment qu'on a bien fait en fait il y a 15 mois de prendre cette décision et je pense que ce n'est qu'un début. Voilà. Je voulais remercier tous les partenaires. Donc, normalement, il y a un slide avec les partenaires, mais Marion a disparu, donc là, je suis mal. Parce qu'on a eu quand même quelques partenaires. C'était cité. Donc, oui, mais il ne faut pas que j'en oublie. Donc, c'est là où tu me mets mal. Là. Donc, je voudrais déjà remercier Hors Format, donc la société de production audiovisuelle. Alors, il y a les partenaires projets pour conférences, là, je vais tout mélanger. L'Evacom, avec son outil Pool Media, qui nous a beaucoup appuyé sur tous les réseaux sociaux et le blog. Les studios Mailleux Photographie qui nous ont accompagnés tout au long de la journée, Cooking au Compagnie et BBG qui ont assuré la restauration, et puis c'est là où je commence à en oublier, Loompa qui nous a fait un joli petit QR code, Ayin qui nous a aidés, Sandra qui nous a aidés aussi, Le Furet qui nous a prêté des livres, Euratechnologie, Schema Business School, ça y est, ça revient. C'est pas la faute de ne pas les avoir écrits 40 fois, mais voilà. Donc bref, tous nos partenaires, ils sont tous sur le programme, donc vous reprenez les programmes qu'on vous a donnés ce matin et vous voyez. Je voudrais aussi qu'on remercie l'équipe. Oui. Donc là, je vais laisser Caro faire, et puis les personnes, voilà, l'équipe et le reste. Merci de me renvoyer la balle. Oui, donc toute l'équipe. Donc on a toute une équipe de jeunes qui nous ont aidés, donc des jeunes qui ont rejoint le cadre de l'entreprise pour en fait utiliser leur stage pour vivre cette expérience. Donc il y a Sophie Noblancourt, il y a Marion Lereun, il y a Julie Azrem qui nous suit depuis un long moment maintenant. Il y a Charlotte Maillot, il y a Rémi qui est l'homme de l'équipe. Rémi qui nous a rejoint pour toute l'organisation et la logistique, donc il a dû subir le vent de la journée. Et puis ensuite, on a une jeune équipe qui est en formation à l'AFPA, qui a été très efficace et qui nous a beaucoup aidés aujourd'hui. Voilà. On a plein d'autres personnes qui nous ont beaucoup aidés, notamment 3 femmes. Alors c'est toujours un hasard, hein. On n'est pas branché femmes, mais c'est le hasard. Voilà, donc Marianne qui nous a aidés. Qui nous a aidé en fait à nous supporter à des moments où il y a toujours des moments de frottement dans un projet. Donc elle a mis du liant. Sandrine Lement qui est la personne qui nous aide à construire le fonds de dotation et à mettre un sens entre guillemets économique et dans une logique d'éthique.
Et puis Christine Lecomte de l'Evacom, qui depuis le début nous soutient, nous supporte, nous pousse, nous apprend à utiliser les réseaux sociaux et le blog intelligemment en nous permettant de défendre notre blog. Donc, mesdames, si vous pouvez nous rejoindre dans la lumière, on a offrir. quelques petites fleurs pour vous. Donc, je vous invite à venir nous voir sur scène. Comme ça, tout le monde verra qui vous avez été. Ne soyez pas timide. Et après, on va aller boire un verre. Sandra, merci beaucoup. Oui, juste. C'est un peu les Oscars quand même. Hein. Vous avez une liste incroyable de remerciements. C'est un peu les Oscars. Et juste vous préciser qu'il reste des exemplaires du livre de Sandra. Si jamais, je sais qu'il y a déjà beaucoup de livres qui ont été achetés aujourd'hui. Donc Sandra est à votre disposition pour faire une petite dédicace. Voilà. Merci. Je veux juste rajouter un petit merci pour Cynthia Saint-Fleur qui nous a pris beaucoup de notes aujourd'hui, qui a mal aux doigts. Et donc voilà, merci beaucoup. Et puis il y a une petite coupe qui vous attend. Il y a à boire et à manger. Voilà.